5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Le constat dans le monde aujourd'hui est alarmant. La nature décline à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine. La population humaine, justement, a entre-temps évolué. Nous sommes, bien sûr, 8 milliards de voisins désormais sur la planète et nous consommons de plus en plus de produits animaux, viande, poissons et autres produits dérivés. Et il en résulte, justement, que les activités humaines touchent et modifient aujourd'hui les 3/4 des terres et les 2/3 des milieux marins. Jusqu'à 1 million d'espèces sont donc menacées d'extinction. Pour les espèces terrestres, c'est la pression de l'agriculture et l'urbanisation. 13 millions d'hectares bruts de forêt disparaissent encore chaque année dans le monde. Pour les espèces marines, c'est la pression de la surpêche. 9 espèces de poissons sur 10 sont au maximum de leur exploitation possible. Que fait le Bénin pour protéger ces espèces menacées d'extinction? Eh bien, c'est le sujet qui retient ce matin notre attention par ici sur 5 sur 7 matin. Et pour en parler, je suis avec William Apollinaire Djoki qui, comme tous les autres d'ailleurs, a renouvelé lui aussi son bail sur 5 sur 7 matin pour 1 an supplémentaire. On verra à l'intersaison si on va renégocier les clauses du contrat. William, bonjour et bienvenue. Bonjour, je veux quand même que le contrat soit plus consistant. Voilà. N'est-ce pas? Soit plus costaud. Plus costaud, voilà. N'est-ce pas? Et puis vous le méritez amplement, puisque vous êtes quand même l'un des anciens, sinon le seul rescapé de la toute première saison de 5 sur 7 matin désormais. Ça fait 9 ans, ouais, qu'on y est maintenant, depuis 2015. C'est cela. 9 ans, ouais. Et 9 ans que vous êtes sur l'émission, c'est pas pour rien qu'entre-temps, il y a du gris dans votre look capillaire. Oh allez, je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2024. Beaucoup, une année remplie de joie, de bonheur. Réciproque. Merci beaucoup. Beaucoup de santé sur toi. Et juste à côté de vous, madame, sinon, on va rester dans le jargon militaire, le jargon de l'armée. Elle est donc conservateur de première classe, c'est l'équivalent du grade de lieutenant-colonel dans l'armée. Amandine Yindo Deleke Asogba, elle est directrice de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature. Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes aussi point focal Coalition pour l'éléphant d'Afrique et Initiative pour la protection des éléphants. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Bonne année à vous également. Merci, bonne année aussi. On vous souhaite beaucoup de courage pour maintenir nos forêts, notre flore et notre faune en l'état. Et beaucoup de santé. Beaucoup de santé, surtout pour le faire. Et nous sommes également avec le conservateur de 2e classe, c'est donc commandant, si on devrait être ainsi dans l'armée, Ulysse Sinabe Korogone. Il est le chef du service de la législation et de la protection des forêts et point focal convention CITES. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Ça va très bien. Mais c'est un bonheur de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Et on vous souhaite une bonne année également. Est-ce que vous avez un message à passer, peut-être là, à votre hiérarchie, à vos parents, à vos amis? C'est le moment. Merci beaucoup. Ça, je ne saurais rater cette occasion. Tout ce que nous avons à dire en ce début d'année, c'est d'abord de souhaiter les meilleurs vœux. Et la première hiérarchie que nous avons, nous, en tant que militaires, c'est le chef de l'État. Donc c'est une bonne occasion. Le chef suprême des armées. Le chef suprême des armées. C'est une bonne occasion donc de lui souhaiter tous nos vœux de bonne santé et pour qu'il puisse nous permettre donc d'atteindre les différents défis pour lesquels justement il est là et pour lesquels il œuvre. Parce que c'est un garant donc également du Temple vert et il l'a démontré dès les premières heures de son accession. Et je voulais également donc transmettre par ce canal tous les meilleurs vœux à notre hiérarchie, le directeur général des eaux, forêts et chasse, tous les directeurs techniques, les collaborateurs, et en profiter également pour souhaiter les meilleurs vœux à toute la famille et souhaiter que ce soit une année de santé, d'atteinte de tous les objectifs et que nous nous sommes fixés. Très bien. Allez, colonel, on va vous permettre aussi de former vos vœux pour être plus équitable sur ce plateau. À la suite du commandant, je vais juste ajouter mes vœux les meilleurs à tous les gestionnaires des 2 parcs nationaux qui sont au front et qui luttent au quotidien par rapport au phénomène qui sévit actuellement dans le pays. On leur souhaite une pleine santé et tous les forestiers du pays, qu'on leur souhaite une robuste santé. Et à nos parents qui nous regardent aujourd'hui, on leur souhaite également une santé de fer et puis le bonheur à tous les niveaux. Merci au peuple béninois qui nous a permis aussi d'être ici sur ce plateau et merci aussi à vous qui êtes avec nous.
Très bien. Heureuse année. Merci beaucoup. Allez, la phase protocolaire de cette émission passée, on va entrer dans le vif du sujet et parler d'espèces menacées, espèces sauvages menacées. Colonel, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'espèces sauvages menacées? Les espèces sauvages menacées, quand est-ce qu'on parle d'espèces sauvages menacées? On parle souvent d'espèces sauvages menacées lorsqu'il s'agit d'une espèce végétale ou animale qui est soumise à un risque d'extinction très élevé dans la nature. Ça peut être la surexploitation, ça peut être le commerce, ça peut être aussi les changements climatiques à travers les inondations, les feux de végétation, les gaz à effet de serre qui pullulent un peu. Et puis, ces espèces sont fortement menacées au plan national et international. Donc, il y a un certain nombre de critères que l'UICN utilise pour pouvoir les classifier en des catégories. Donc, au plan international, il y a près de 9 catégories dans lesquelles on classe ces espèces, et suivant des critères bien définis. Et ces critères sont souvent autour de 5. La science a pu définir 5 critères pour les classer. Donc, c'est en fonction du degré de menace que ces espèces sont classées dans le monde entier. D'accord. C'est ce que je peux dire. Et il y a ce qu'on appelle le CITES, la CITES, pardon, la convention, bien sûr. Oui. La CITES, la convention pour... Sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Et de quoi elle résulte justement la CITES? Justement, la CITES, d'abord, CITES, c'est l'acronyme anglais, et c'est ça qui a pris, c'est pourquoi on l'appelle CITES. CITES, c'est Convention on International Trade in Endangered Species, donc CITES. Et la CITES, c'est un mécanisme qui a été mis en place depuis 1975 pour justement arriver à concilier les besoins économiques avec la nécessité de conserver. Il ne faudrait justement pas, le seul principe sur lequel se base la CITES, c'est que le commerce, donc pour satisfaire les besoins donc des populations, ne doit pas amener à l'extinction des espèces. Donc il faudrait mettre en place un système, et ce système se base sur 3 principes. Nous avons la légalité, nous avons la durabilité et nous avons la traçabilité. La légalité, ça voudrait dire qu'il faudrait que les espèces qui entrent dans le commerce, que ces espèces-là puissent être obtenues en conformité avec les législations nationales et en conformité avec les engagements internationaux. La durabilité, comme le colonel l'a dit un peu tout à l'heure, c'est que les prélèvements doivent se faire sur la base de quotas. Et vous l'avez évoqué dans vos mots introductifs, il ne faudrait pas que l'exploitation arrive à l'extinction des espèces. Vous avez dit 9 poissons sur 10 sont pratiquement au-delà de leur capacité d'exploitation. Donc ça, le principe de durabilité permet donc d'assurer que le prélèvement puisse permettre la durabilité dans les prélèvements. Et la traçabilité, c'est un système de permis, un système d'autorisation conforme dans tous les 183 pays aujourd'hui partis à la Convention, qui permettent donc à chaque pays de savoir si le document qui accompagne ce processus commercial est conforme donc aux 3 piliers que j'ai évoqués tout à l'heure. D'accord. Alors William, pour vous, qui est amené à vous rendre généralement sur les différents sites, que ce soit dans les différents parcs ou dans d'autres endroits de la biodiversité, qui regorgent de biodiversité, est-ce que vous arrivez à toucher du doigt cette menace dont on parle aujourd'hui, ou vous avez l'impression que c'est toujours vraiment très abstrait? Non, c'est vrai que la menace, elle existait, il faut le reconnaître, c'était quelque chose qu'on constatait, surtout quand vous allez au niveau des parcs Pendiar et W, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont souvent sauvagement abattus. Je parle l'exemple par exemple des éléphants, on le constatait. Mais depuis que ces 2 parcs ont été pris, gérés par African Parks, on a senti, j'allais dire, une certaine quiétude dans ces 2 réserves de faune. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, au Bénin, on a la chance d'avoir cette ONG qui gère ces réserves de faune. Et puis, les gens disent même que dans la sous-région, les 2 parcs constituent des milieux où les animaux sont plus en paix. Sinon, par le passé, c'était vraiment créa, ce qu'on constatait dans ces trucs-là, avec le braconnage où il n'y avait pas de surveillance. C'est vrai que les eaux et forêts étaient à l'intérieur, mais ils n'ont pas les moyens vraiment pour sécuriser cet espace. Et puis quand on voit un peu tout ce qu'il y a autour de cet espace, parce que quand on prend par exemple le parc W, on a le Niger qui est à côté, qui a sa réserve, on a le Burkina qui est aussi à côté, ça ne veut pas de complexe WAP, voilà, Arli et Pendiari. Donc
de l'autre côté, c'est pas bien surveillé parce que vous savez que les djihadistes agissent de l'autre côté. Donc, et parfois, ça peut agir sur notre pays. Mais avec la présence de l'African Pax, la surveillance, elle est beaucoup plus accrue. On a senti quand même qu'il y a une certaine inquiétude. Même, je dirais même qu'aujourd'hui, même les animaux viennent vers nous, dans notre pays, quoi, pour se mettre à l'abri de cet assaut des djihadistes. Mais néanmoins, c'est vrai que la surveillance, elle est bonne au niveau de ces réserves de faune. Mais il y a quand même quelques points noirs qu'il faut quand même évoquer. Quand vous prenez par exemple la route, vous allez vers le nord, à Boycon, vous savez souvent, il y a ces petits chasseurs qui parfois tuent des animaux et au bord de la voie, comme voilà, un trophée, voilà, donc entre autres du varan, les pèderies et puis autre chose, même le serpent. Parfois on se dit, mais est-ce qu'il y a une certaine surveillance par rapport à ces prises? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de laisser aller? Laisser aller, donc, parce que chaque jour que vous passez par là, vous les voyez avec de nouveaux animaux, vous vous dites, mais avant, c'est aussi dense à l'intérieur que les prises sont aussi répétitives. Vous vous dites, mais attends, est-ce que ça n'a pas fini? En plus, hein. Oui, gris en plus. Et les effluves vous parviennent, ouais, au loin. Au loin. Est-ce que ça n'a pas fini? Cette inquiétude, elle est là, elle est permanente. Je sais que les eaux forêts n'ont pas aussi l'effectif qu'il faut, mais depuis quelques années, le chef de l'État et son gouvernement quand même ont pu augmenter l'effectif. C'est tellement qu'avec cet effectif, on va essayer de comprendre davantage. Colonel, justement, on va essayer d'éclairer la lanterne de notre ami William Choki, qui s'inquiète de la récurrence, d'accord, de ce commerce qui s'installe sur le tronçon quand c'est vraiment, on va le dire ainsi, c'est au nez à la barbe de tout le monde. Ça se constate lorsque vous allez à Abomey, sur le tronçon, on vous brandit un peu de tout, du varan, les pèderies, du serpent, tout ce que vous voulez, pourvu que ce soit dans les cordes, ils vous en trouveront. Où est-ce qu'ils vont aller chercher ces animaux qu'ils commercialisent, ces petits chasseurs? Merci. Peut-être des gros chasseurs aussi, sait-on jamais. D'accord. Monsieur Choki a évoqué un phénomène qui sévit au niveau du Bénin, principalement au niveau de Zobodomé. Effectivement, on observe que c'est un phénomène qui est un peu alarmant. Au niveau des scientifiques, par exemple, au niveau de l'université, les professeurs en ont beaucoup parlé. Il y a même des articles qui sont sortis par rapport à ça. Au niveau de l'administration forestière, vous savez, la chasse n'est pas interdite. Il y a la chasse traditionnelle, la chasse sportive. Il y a toute une querelle de chasse qui sont autorisées au niveau de l'administration forestière, pourvu que les individus qui sont à même de faire cette chasse respectent la réglementation en vigueur. C'est vrai qu'au niveau de Zobodomé, il y a l'ONAB, la forêt qui est là, et les chasseurs ou bien les braconniers y vont. Et ils disent que ça vient de la forêt, c'est le surplus qu'ils ont tué. Et puis c'est ça, ils viennent, ils crient, ils en font la viande boucanée. C'est vrai, nous avons toute cette législation qui est là et qui en son temps sévit. On essaie de faire la sensibilisation parce que la période de chasse est souvent ouverte une fois l'an, souvent à partir de juillet, 1er juillet à fin novembre. Et dès que vous avez votre permis, vous pouvez aller pour chasser. Mais pour la plupart du temps, c'est des braconniers qui n'ont pas le permis nécessaire pour faire ces choses. Donc, là, un peu comme l'a dit M. Choki, l'administration forestière a un personnel, certes, mais un nombre vraiment limité. Et pour la plupart du temps, on se sert de ces confréries de chasseurs, on se sert aussi comment on les appelle, des structures villageoises pour nous aider dans les sensibilisations. On fait la sensibilisation malgré qu'on ait dit qu'il y a des rongeurs qui sont des vecteurs de virus au niveau national comme international. Malgré tout ce qui se passe dans les médias, les populations sont tellement habituées à ces genres de consommation et se disent que c'est leur coutume. Vous avez beau sensibiliser, vous avez beau sévir. Parce que chaque fois, il y a l'exploitation, il y a la réglementation dans ce sens, mais ça n'a pas encore pris comme on le veut. Et l'administration forestière étant là pour l'approche participative à cause de notre forêt classée qui est là, on essaie de voir comment il faut concilier les deux sans que ces derniers n'aillent détruire davantage la forêt. Donc, il y a une certaine conciliation qu'on essaie de faire. Donc, c'est la sensibilisation. Et vous aussi, vous êtes là pour nous aider dans cette sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre. C'est un phénomène qui prend de jour en jour de l'ampleur.
Et je ne sais pas comment on pourra... Je sais qu'on ne pourra pas éradiquer. Ouais. Ça, c'est clair. Parce que plusieurs fois, on a même fait des journées scientifiques par rapport à ça. Mais quand les praticiens viennent, les détenteurs de ces pratiques aussi, les universitaires et même les agents forestiers, quand ils viennent à ces séances, à les entendre parler, c'est comme si on ne pourra pas éradiquer. Du moment où c'est déjà ancré dans nos coutumes, mais on doit faire l'essentiel pour limiter au maximum les prises de gibier dans la forêt. D'accord. C'est pas bien. Alors, commandant, est-ce qu'il est possible d'exploiter légalement des espèces sauvages au Bénin? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, Raymond, c'est bien possible et le colonel l'a évoqué tout à l'heure. Notre législation est favorable à l'exploitation des espèces sauvages, mais il faut le faire en respectant certains principes. Elle l'a si bien dit tout à l'heure, nous avons la chasse villageoise, qui est une chasse qui permet aux communautés d'aller chasser le petit gibier. Nous, on appelle Damara. Voilà, vous allez chasser le petit gibier, et lorsque vous le faites pendant la période de chasse sous le contrôle donc l'administration forestière territorialement compétente, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous vous en prenez à des espèces menacées d'extinction comme le pangolin, qui est le seul mammifère vivant avec des écailles et qui a été inscrite à l'annexe 1 de la CITES, justement à cause des propriétés, je ne veux pas dire, comme le docteur venait de partir tout à l'heure, aphrodisiaques ou rajeunissantes, prisées au côté de l'autre côté en Asie. Donc, lorsque vous vous en prenez à ces espèces-là, vous êtes sous le coup des sanctions les plus sévères. Donc, pour exploiter légalement des espèces au Bénin, la procédure est claire, elle est inscrite dans nos tests. Il faut vous rapprocher de l'administration forestière et cibler les espèces sur lesquelles vous voulez faire la chasse ou l'espèce forestière que vous comptez exploiter, et que ce soit aussi bien une espèce de plante que l'espèce animale. Donc, vous voyez des espèces comme le Ptéocapus, le Cosso. Aujourd'hui, c'est pas possible de l'exploiter légalement parce que, en dehors des tests qui existent, le chef de l'État a encore pris un décret pour préciser que des espèces comme le Cosso, comme la Vuselia, même à des buts de consommation nationale, ne peuvent plus être exploitées, bien que la loi normalement permette qu'on les exploite, parce qu'il a été constaté que c'est des espèces qui, en dehors de tout le dispositif pour les protéger, font l'objet de menaces parce qu'elles sont prisées. Quand on fait des meubles en Cosso ou en Avzelia, c'est très beau. Mais il faudrait à un moment donné, si vous vous rappelez, j'avais parlé du principe de durabilité, prendre des mesures pour permettre la durabilité. Donc c'est bien possible d'exploiter, et si on sait l'espèce que vous voulez exploiter, on va vous orienter, l'administration est là. Nous sommes une administration qui est assez bien maillée. Dans tous les arrondissements du Bénin, vous avez un poste forestier. Donc il est possible de vous rapprocher, même si nous sommes en nombre réduit, nous sommes arrangés pour que tous les arrondissements du Bénin soient couverts par un poste forestier. D'accord. Alors, colonel, comment est-ce que la Direction générale des eaux, forêts et chasse s'organise pour protéger les espèces dites menacées ou en voie d'extinction? Au niveau du Bénin, principalement chez nous, aux eaux forêts, nous avons des textes de loi et des décrets qui régissent la réglementation des espèces forestières et les espèces de faune. Donc, par exemple, il y a 3 grandes lois. La loi 93 portant régime des forêts en République du Bénin, qui parle de comment s'organiser, comment avoir les espèces forestières comme les espèces d'animaux. Nous avons aussi la loi 2001 sur la faune, et puis la dernière loi, la loi 2022 sur le commerce international, la CITES. Donc en dehors de ça, vous-même vous avez constaté depuis un certain temps que le gouvernement béninois procède à des recrutements de forestiers, précisément les gardes forestiers, pour nous renforcer dans ce que nous faisons, compte tenu de notre nombre limité. On les envoie des fois dans les parcs pour les appuyer, et aussi au niveau du territoire national, dans toutes les inspections forestières, les 9. En dehors de ces recrutements, nous avons aussi les ONG nationales comme internationales qui nous appuient dans ce sens et qui font même la promotion de certaines espèces que nous, au niveau national, nous n'avons pas pu avoir le temps nécessaire de le faire. Ils nous appuient dans ce sens. En dehors de ces choses, nous avons aussi le gouvernement qui, tout récemment, a décrété 2 zones d'envergure
comme aire protégée, précisément aire marine protégée. C'est-à-dire la zone de Donatin-là vers la cité Vie Nouvelle. Et puis la bouche du roi, tout récemment en 2022. À Grand Popo. À Grand Popo, voilà. Donc tous ces éléments cités font que l'administration forestière a un poids dans la lutte et la gestion durable des ressources naturelles, précisément les espèces menacées d'extinction au niveau national. D'accord. Alors, William, outre évidemment ce commerce décrié donc, de gibier, quels sont les autres, je veux dire, les autres points noirs par enfin, rapport à j'avais pas la envie, protection. J'avais pas envie de sortir l'expression point noir, mais je voulais parler de zones de progression. Quels sont ces points sur lesquels le Bénin doit davantage progresser dans la lutte contre justement soit le braconnage des espèces menacées d'extinction? Alors, Emmanuel, aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart de nos villes, dans les marchés, vous savez, il y a souvent des étalages où les gens qui s'y connaissent vendent des animaux déjà tués. On dit voilà, que c'est pour fabriquer des médicaments. Enfin, en fond, ils appellent ça kainta. Voilà. Et puis c'est partout dans les marchés, à Dantokba, c'est pas moi, même à Parakou, quand vous allez, il y a des étalages. Vous voulez vous attaquer à un business qui vous dépasse? Ouais, non, c'est pas que je m'attaque à un business qui me dépasse, mais j'aurais voulu, parce qu'on doit protéger ces animaux. Qu'on veuille ou pas, ces animaux ont aussi un rôle à jouer dans la nature. C'est une chaîne. Si on rompt la chaîne, c'est parti. C'est-à-dire c'est tout le monde qui va en partie, quoi. Donc, moi, j'aurais voulu qu'on puisse contrôler, ne serait-ce un temps soit peu, ces prises. Je suis d'accord que ces animaux, tout à l'heure, il a dit, le pangolin, avec toute la vertu qu'a ces écailles. Mais est-ce qu'on va, parce que ces animaux ont des vertus, qu'il faut tout tuer? Non. Est-ce que parce que ces animaux nous permettent de traiter certaines maladies qu'il faut tous les tuer? Non. Il faut quand même qu'on puisse contrôler la prise de ces animaux. Je n'interdis pas la vente de ces animaux que ceux qui s'y connaissent le font dans les marchés. Je sais quand même que ça guérit beaucoup de maladies, mais j'aurais voulu quand même qu'on puisse contrôler un peu comment est-ce que cela se fait. Certainement que le commandant Korogoné et le colonel Amandine savent un peu. Sinon, moi, parfois, quand je vais dans les marchés, quand je vois ça, je me dis, mais attends, chaque jour, on les voit, ils sont là, c'est bien fourni. C'est vrai qu'ils rendent un service énorme à la communauté. Je suis d'accord que c'est vraiment un service qui rend, mais comment est-ce que cela est contrôlé? Et l'autre chose aussi, nos populations, vous savez, la population béninoise augmente. Aujourd'hui, on est plus de 12 millions d'habitants et ces animaux ont leur espace. Comment on fait pour que ces animaux restent dans leur habitat? Parce que si on va dire on va occuper tout l'espace, on va aussi occuper l'espace des animaux. Et là, les animaux vont venir vers nous. On a vu la situation de Covid. Voilà, les spéculations disent que c'est parce que les animaux sont venus en ville que la maladie est là. Si on continue à aller vers l'habitat des animaux, ça veut dire que d'autres maladies vont nous envahir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour quand même que cette limite-là soit respectée entre notre habitat et l'habitat des animaux? Moi, la pression anthropique. Exactement. Moi, c'est des questionnements ou même des inquiétudes parfois que j'ai même pour dire. Inquiétudes nourries, évidemment, auxquelles commandant Korogoné va s'y coller, pourquoi pas, pour donner des débuts de solutions ou de réponses. Merci beaucoup, merci William. Justement, je vais d'abord rebondir sur le dernier point de votre intervention. Et au-delà même des zoonoses qui peuvent être créées lorsque nous empiétons sur l'habitat des animaux, c'est un sujet d'importance et qui fait dépenser aussi beaucoup l'État lorsqu'on ne cherche pas bien, c'est les conflits avec les animaux. Les conflits, vous voyez, lorsque vous empiétez dans l'habitat de l'éléphant, il vient, il détruit vos cultures, vos greniers et tout ça. Vous entrez dans une pauvreté encore plus précaire que celle dans laquelle vous étiez et l'État est obligé de vous aider, de vous accompagner. Donc je suis d'accord avec vous, il faudrait que nous puissions aller dans une politique et l'État est bien dans cette politique. Vous avez vu, le colonel a évoqué tout à l'heure, nous avons étendu la capacité de nos aires protégées en allant vers les aires protégées marines. Et il y a des projets en cours actuellement pour sécuriser les limites de toutes les forêts classées. Comme vous l'avez si bien dit, il y a une politique... Bon, je ne coupe pas, mais on a dit aires protégées, mais juste là encore, on n'a pas encore les éléments qui prouvent vraiment qu'on protège ces aires. Parce que pour moi, c'est une avancée notable d'avoir ces aires marines protégées, mais juste là encore, on n'a pas les documents vraiment qui prouvent que vraiment c'est vraiment protégé, où les gens ne doivent pas empiéter cet espace. Oui, non, je pense que les débats sont en cours. La semaine dernière, nous étions en
encore dans un... Voilà. Et beaucoup de choses. Il y a un plan d'aménagement. Vous savez, les documents sur lesquels nous travaillons dans l'administration pour assurer l'aménagement, comme le colonel l'a dit, avec la cogestion, impliquer les communautés, c'est les plans d'aménagement. Donc les documents de plan d'aménagement sont en cours d'élaboration. Le Bénin est membre du RAMPAO, qui est le réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest. Et ce réseau appuie justement donc, la mise en œuvre de plans d'aménagement dans ces deux parcs nationaux sous l'égide du Centre national de gestion des réserves de faune, le Sénagref. Voilà. Donc, comme je le disais, il faut gérer de façon à ne pas trop empiéter dans les habitats. Et ça, le gouvernement le fait avec tout ce que nous voyons. Vous avez les parcs nationaux aujourd'hui ont leur intégrité parce que nous avons mis beaucoup de moyens. La volonté politique accompagne. Pour revenir sur la question justement des marchés, c'est une préoccupation que nous avons et comme vous l'avez si bien dit, vous allez sur ces étals et vous voyez des animaux intégralement protégés qui sont là, qui sont exposés. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que ces animaux ont été prélevés sur notre territoire et ça pose donc le problème du contrôle donc des flux donc de commerce du trafic avec le Nigeria transfrontalier justement et qui impose donc un besoin de collaboration. Et cette lutte ne peut pas simplement être la lutte des eaux forêts et chasses, la police, la douane qui sont également au niveau des frontières doivent aider. Aujourd'hui, les médias pour sensibiliser, pour montrer justement que nous devons nous organiser pour nous assurer que ce que nous faisons en tant qu'activité commerciale ne porte pas préjudice donc à la suivi des espèces, puisque lorsque ça va disparaître, et William et Herman vous l'avez si bien dit, sur quoi va porter notre commerce. Donc l'État a le besoin d'assurer que les besoins économiques ne nuisent pas donc à la survie des espèces. Justement, et c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la liste rouge de l'UICN et il y a également la CITES pour préserver tout ça. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les objectifs de la CITES? Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CITES, depuis 1975, les Nations Unies se sont rendues compte que ce n'est pas les besoins de consommation nationaux en matière de chasse, pour nourrir les communautés, qui posent le problème de l'extinction des espèces. C'est pour satisfaire les besoins énormes au-delà des frontières, donc les échanges commerciaux. Donc les acteurs se sont réunis en 1975 et ont décidé qu'il faut mettre en place une convention avec des mécanismes pour s'assurer que nous n'interdisons pas les flux commerciaux, mais lorsque nous le faisons, nous devons assurer qu'il y a la durabilité. Donc on a classé les espèces en 3 catégories, en 3 annexes. La première annexe regroupe les espèces dont le commerce est généralement interdit. Généralement pourquoi? Parce que pour continuer d'assurer la disponibilité de ces espèces, on autorise l'élevage. Donc si une espèce est en annexe 1 et qu'elle est élevée dans un système contrôlé, suivi par l'administration et le secrétariat de la CITES, cette espèce entre dans le commerce, mais pas en première annexe, en deuxième annexe. Exemple d'espèces par exemple qui se retrouvent dans cette catégorie? Et de première année, nous avons l'éléphant, nous avons le pangolin, nous avons le guépard, qui est notre emblème aujourd'hui. Donc ça, c'est des espèces de la première annexe de la CITES. Le crocodile, il y a le crocodile du Nil, par exemple, mais qui aujourd'hui, à cause de la maroquinerie, est élevé. Donc vous pouvez trouver des objets faits à base de peau de coco qui viennent donc des élevages contrôlés. Et là, ces espèces entrent dans le commerce en annexe 2. Au niveau de la CITES, seules les espèces de l'annexe 2 et annexe 3 sont autorisées dans le commerce. Donc les espèces de l'annexe 2, on en a aussi beaucoup. Ce sont des espèces qui sont aussi menacées d'extinction, mais qui peuvent toujours être commercialisées. Et nous avons, pour les arbres, nous avons le ptéocapus. Et pour les espèces animales, vous avez l'hippopotame, vous avez le lion. Voilà, vous avez le perroquet gris du Gabon que nous aimons avoir dans nos domiciles, qui sont donc des espèces de l'annexe 2 qui peuvent être... Les espèces de l'annexe 3, c'est toujours un mécanisme qui permet à un État pour dire, bon, ok, au niveau international, l'espèce n'est pas menacée. Mais au niveau national, elle est menacée et elle est dans le commerce international. Donc, lorsque moi, le pays, j'ai fait juste une lettre au secrétaire de la CITES pour dire cette espèce, elle est dans le commerce international, elle est menacée au niveau national. Nos efforts nationaux avec la législation, la réglementation ne nous permettent pas parce qu'il y a de l'évasion, parce que c'est demandé à l'international. Nous l'inscrivons en annexe 3. Donc, tous les autres pays ont désormais l'obligation de délivrer un certificat d'origine avant de faire la commercialisation de ce produit. Et vous, le pays, vous délivrez un permis d'exportation. Vous voyez? Donc, ça devient contraignant. On ne peut plus prendre de la nature et exploiter. Vous avez donc c'est la contrainte que la CITES met en place d'obtenir des documents légaux, de permettre à tous les autres pays, donc les 183 autres pays, de vous aider à contrôler, qui fait que nous avons des résultats probants aujourd'hui. Donc vous voyez, l'éléphant aujourd'hui au Gabon, avec ce que nous faisons, crée plutôt des problèmes. Et vous avez vu une intervention même qui dit, bon voilà, les éléphants viennent, si c'est dans le cas des conflits, je vous autorise à faire ci, à faire ça. Bon, donc lorsque la conservation est bien faite, aussi ça amène donc des problèmes de gestion auxquels donc les États doivent continuer il y a des résultats clairs avec la CITES, la mise en œuvre de la CITES. Vous voyez, les habitats sont récupérés, le commerce est régulé, les espèces reviennent et comme l'avait si bien dit également les espèces marines.
La dernière conférence des partis de la CITES au Panama en 2022 a inscrit pratiquement toutes les familles de raies et de requins. Parce que vous voyez, aller pêcher en mer, c'est difficile de pêcher. Ah non, ça, toi, tu n'es pas inscrit, je te remets à l'eau. Généralement, lorsque tu es déjà dans le filet de pêche, c'est fini. Donc, même si les espèces ne sont pas totalement menacées, on dit on les inscrit en l'ANES 2. L'ANES 2 n'interdit pas le commerce, mais simplement oblige l'État. Donc, nous avons déjà commencé à faire des concertations avec la direction des pêches. Nous allons mettre en œuvre un plan d'action. Et la charnière de ce plan d'action, c'est la sensibilisation, c'est la communication. Donc, je sais que nous saurons compter sur vous, Herman et William. Absolument. Vous êtes chez vous ici, vous revenez quand vous voulez, quand le besoin se fait sentir. Alors, colonel, quels sont les impacts positifs que la CITES a eu sur la préservation des espèces sauvages? Il a déjà commencé par le dire comme impact positif. D'abord, nous avons les espèces qui ont été annexées, qui ont eu la chance d'être, si je prends l'ANES 2, la gestion durable de ces espèces. Voilà un des impacts positifs. La CITES nous permet de contrôler le commerce international pour savoir si réellement le flux accordé est le flux qu'on a autorisé aux pays concernés. Donc il y a le contrôle. Il y a aussi la gestion durable, un peu comme il a défini tout à l'heure, la gestion durable de toutes les espèces animales comme végétales. Et ça permet aussi de contrôler ces braconniers et tous azimuts qui viennent. On doit savoir si ce que vous avez capturé dans la nature, est-ce que c'est conforme à ce que disent les lois et textes de la CITES. Et ça permet, la CITES aussi, avec ses annexes et ses conventions, ça a permis aussi de promouvoir des coopérations entre différents pays signataires, les 183 pays qui ont signé la convention. Cet accord de convention a permis d'avoir des partenariats entre ces différents pays en ce qui concerne les animaux menacés d'extinction au niveau national comme international. D'accord. Et aussi la CITES, comme vous voyez, ça a permis par exemple au Bénin d'avoir les 2 nouvelles aires marines protégées, comme je viens de le dire tout à l'heure. Parce qu'avant, nous n'avons pas, on avait 46 aires protégées, certes, mais avec les 2, là, ça nous a ramené à 48. Donc, c'est aussi un impact positif. Et voilà ce que je peux dire dans ce sens d'abord. D'accord. Alors, évidemment, on se rend compte de tous les efforts qui sont tout de même consentis pour que le Bénin puisse rester quand même bon élève en matière de protection des espèces menacées. Il y a quand même, malgré tout, on l'a évoqué sur le plateau, évidemment à suffisance, toutes ces initiatives qui vont dans le sens contraire de ce que promeuvent aujourd'hui la CITES, mais également la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse. Au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'il ne faut pas aussi en arriver à la sanction? Ouais, je crois que la sanction, elle est tout le temps infligée quand on vous arrête, quand on vous prend en flagrant délit par rapport à... On remarque qu'il y a quand même un peu de complaisance. Bon, vous savez, Herman... Monsieur Sabo a tout le temps... non, Herman, vous savez... a tout le temps pointé du doigt par ici... l'administration forestière. Oui. Il pointe du doigt, il estime qu'on laisse les gens couper, par exemple, des arbres. Et c'est après, on négocie, on dit, bon, ok, vous avez déjà coupé. Bon, ok, d'accord. Bon, ok, on fait comment? Bon, vous savez, moi aussi, je partageais un peu cet avis de M. Sabo, mais je me suis dit, depuis quelques années, avec les recrutements qu'on a constatés, je me dis, aujourd'hui, les eaux et forêts ont quand même l'effectif, enfin, même si c'est pas encore ça, j'aurais voulu avoir plus de personnes, mais je me dis, avec ce peu déjà mis à la disposition, qui pourront quand même contrôler un tant soit peu quand même ces réserves de faune. Parce que si on ne les protège pas, c'est grave pour nous. Nous ne sommes pas un pays forestier. Et nous savons tout ce que les forêts nous donnent comme ressources naturelles. Pour s'habiller, même pour s'instruire. Vous savez, la nature parfois nous apprend beaucoup de choses. Pour les médicaments, pour tout. On a besoin de cette biodiversité. Et je crois quand même que les efforts sont faits par ces agents des eaux et forêts. Vous avez dit qu'on ne punit pas. C'est vrai qu'au pays, parfois, on est tous des parents. Et on a peur parfois de dénoncer. C'est comme si je vous surprends à vous, Herman, excusez-moi du peu. Je vous vois en train de tuer un animal sur vous à la maison. Je dis, mais c'est pas bien. Si vous le faites, je vais signaler ça aux eaux et forêts. Mais je vous vois en train de prendre une tortue marine que vous ramenez à la maison. Il dit, mais attends, vous ne devez pas faire ça. Personne ne veut dénoncer l'autre. Ce n'est pas qu'on est en train de vouloir livrer un parent
Mais essayons quand même de l'apprendre, de lui dire voilà comment se comporter face à un animal. Vous savez, aujourd'hui, si on va à un carrefour et qu'on voit un serpent, la première idée qui vient aux gens, c'est de tuer d'abord l'animal. Évidemment. On ne veut pas d'abord chercher à prendre l'animal. Il faut aller s'armer de gourdins. Voilà, tu vois. Donc, je me dis comment sensibiliser davantage les gens pour dire, mais quand vous voyez un animal, c'est pas d'abord tuer. Non, non, non. Cherchons d'abord, peut-être si on ne peut pas l'arrêter, cherchons à contacter ceux-là qui peuvent l'arrêter, venir voir l'animal. Et vous savez, ça me fait rappeler une petite anecdote. Un jour, je suis en train de scroller comme ça, il m'arrive par moment aussi de scroller sur TikTok et je tombe sur l'histoire d'un Béninois qui a émigré, d'un Béninois ou d'un Ivoirien. C'est un Béninois qui est en train de raconter l'histoire où il disait que le bonhomme il est venu en France nouvellement, pas fait 3-4 mois et un jour il voit un chat noir entrer dans sa pièce. Mais lui, pris de panique et de peur, il a estimé que ce sont ses parents au pays qui lui ont envoyé des émissaires. Et il s'est armé de gourdins, il s'est débarrassé du chat. Il se fait que c'est le chat du voisin. Et donc, le voisin allait porter plainte. Le voisin allait porter plainte parce qu'il a tué son chat. Et aujourd'hui, enfin, pendant qu'ils étaient en train de raconter l'histoire, c'est qu'il devrait aller se présenter au procureur. Il mérite, enfin, il est sous... enfin, on peut lui... infliger une sanction allant jusqu'à dans les 10 000, 15 000, dans les 10 000, 15 000 euros. Et lui se disait, mais comment on peut tuer un chat et ça crée tout un problème. Et l'autre lui dit non, même si tu trouves un cafard dans ta chambre, tu appelles les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent dégager le cafard. Tu n'as pas à t'armer de gourdin, à chercher quoi que ce soit pour tuer. Même si c'est ton propre chat, tu n'as plus le droit sur ce fameux chat. Et donc, on se rend compte du niveau d'instruction des autres, et du niveau d'exigence que les autres se sont mis dans d'autres pays. Ici, c'est bon, on peut tuer un chat, rien ne va se passer. Hein. On va tuer un chien, voilà, c'est mon chien, je le tue quand je veux, j'en fais ce que je veux, et puis je peux le déposer où je veux aussi. Donc, clairement, tant qu'on ne va pas... Attends, je vais me donner encore un autre exemple. Vous savez, il y en a qui ont des chiens chez eux, parfois des chiens, enfin, il y en a qui, parce que le chien aboie trop, on prend un bois, on veut le maîtriser. Ça s'est passé dans un quartier ici à Cotonou où le monsieur a voulu quand même faire tel le chien, mais le voisin allait signaler ça au commissariat. Mais les gens ont dit, mais nous, on va faire comment? On s'en fout, c'est son chien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est son chien. Mais je me dis, en Europe, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, j'aurais voulu quand même que, petit à petit, que cette éducation, nous allons verser là-bas. Exactement. Qu'on ne veuille pas, il faut qu'on protège les animaux. C'est aussi des êtres vivants. Enfin, on ne va pas voir quand même un homme en train de tuer l'autre et le laisser faire. Donc, les animaux aussi ont aussi quand même cette... comment je vais dire? C'est pas moi. Je ne veux pas comparer l'homme à l'animal, mais il faut quand même qu'on le comprenne. Oui, mais il y a une dimension qu'on n'a pas encore atteint. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Un niveau de conscience, justement. Alors, je voulais juste préciser quand même que notre législation prévoit tout ça. Il y a la légitime défense qui est reconnue dans notre législation, lorsque vous êtes face à un animal. Mais, comme vous le savez, ça ne peut être prouvé que devant un tribunal. Il va falloir reconstituer les faits pour voir, au moment où vous avez tué cet animal sauvage, est-ce que vous étiez vraiment en danger, vous étiez plus en danger que lui. Donc, ensuite, il y a l'abatture administrative. Donc, si par exemple l'animal, un buffle sort et commence à faire des dégâts, on peut autoriser qu'on le tue. Donc, c'est bien possible, mais comme il a dit, il faudrait qu'on change la mentalité. Dès qu'on voit un serpent entrer, si tout le monde on monte sur la table, on cherche gourdin, et non, il faut qu'on change. Et les spécialistes existent aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de personnes, et vous voyez aussi bien sur TikTok. En même temps, si on ne va pas non plus saluer le serpent, serpent, ça va. Vous voyez bien sur TikTok, sur TikTok, justement, il y a Panda de Gaulle, un Béninois qui est à Nati Tengu et qui nous aide aujourd'hui à démystifier un peu ce qui est comme serpent. Et nous travaillons beaucoup avec lui et nous allons essayer de voir justement avec lui comment faire la promotion. Il a chez lui une kyrielle, donc même il prend même des carnivores, des grands carnivores chez lui. Il démystifie, il dort avec les serpents, il les manipule. À Gualand, il était là la dernière fois et beaucoup se sont rapprochés après de nous pour dire mais là, donc on peut toucher un serpent, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc c'est vraiment de travailler à sensibiliser, à changer les communautés. Sinon, la législation prévoit que vous pouvez tuer l'animal dans des conditions bien particulières. Mais il va falloir le démontrer devant un procureur et prouver. Sinon, vous serez soumis. Et je peux vous rassurer également que l'administration forestière sanctionne
correctement les délits lorsque nous sommes informés ou lorsque nous appréhendons. Tous les jours, nous avons des contentieux que nous gérons. Effectivement, nous ne pouvons pas être derrière chaque arbre. Et le rôle justement des communautés, le rôle des médias, c'est en ce moment, nous entendons une exploitation à ce niveau, il y a un fonctionnaire de l'administration qui doit aller intervenir. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès que vous avez l'information, vous êtes obligé d'accomplir votre tâche avec profession, avec probité. Sinon, on va vous exposer. Donc, nous avons tout un chacun, toute la population, chaque individu a un rôle à jouer. Et je voudrais en profiter pour passer un message justement il y a des gens qui prennent le malin plaisir, vous voyez, sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, on prend un pangolin, on le montre, on le dépaisse, nous savons que nous allons utiliser également la loi sur le numérique pour voir comment est-ce que nous pouvons justement commencer à décourager. Et également les gargoteries. Il y a des animaux sauvages que vous ne pouvez plus proposer comme à vos clients. Mais parfois, vous allez, vous voyez, on a la sauce de la viande de pangolin, vous avez la viande du buffle et tout ça, alors que c'est interdit. Donc, nous voulons également attirer l'attention des gens, de veiller à éviter, à poster des choses et à sensibiliser. Parce que quand vous le faites et vous n'êtes pas puni, c'est sur les réseaux sociaux, ça dit ah oui au Bénin, vous voyez, et ça ternit notre image. Et nous allons vraiment commencer à sévir également de ce côté-là, à utiliser justement ces réseaux sociaux, voir comment la police justement, lorsque quelque chose est prohibé, utilise la loi du numérique. Nous-mêmes, nous allons commencer à l'appliquer. C'est un message parfois à certains amis, même vous voyez, comme il a dit, sur leur profil, vous voyez du pangolin, tu les appelles, tu dis mais ça c'est interdit, c'est pas bien, tu sensibilises, mais ça ne s'arrête pas. Donc à un moment donné, il va falloir laisser de côté et la sensibilisation et justement agir vraiment dans la plus grande rigueur de la loi. D'accord. Allez, à cette sensibilisation désormais, n'est-ce pas, colonel? C'est bon maintenant les sensibilisations, il faut commencer par réprimer. Quelqu'un fait le malin, comme on lui dit, de façon triviale, il faut le foutre au feu. C'est clair. Allez, merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on a assez fait le tour de la question en ce qui concerne les espèces menacées d'extinction. Mais messieurs, dames, pour être conforme évidemment à l'aspect genre, parce que tout est scruté aujourd'hui, il ne faut pas qu'on traite tellement de machistes. Allez, on va pas vous laisser partir comme ça. J'ai un petit cadeau pour vous, un petit cadeau de début d'année, mais ce ne sera pas un cadeau aussi facile à obtenir. Il faut retourner un peu les méninges, d'accord. Nous sommes ici sur Bardi Environnement. On va essayer de retrouver quelques personnes et quelques réalités qui sont liées au monde de l'environnement. C'est un petit quiz, chacun sera face à son destin. William, sachez que vous représentez l'ORTB, la télévision nationale, et que vous avez le devoir de réussir de garder le trophée. Alors, colonel, vous représentez la direction des eaux, forêts et chasses, ça, et vous représentez la CITES. Donc, est-ce que l'ORTB, en tout cas, je vous soutiens, même si je resterai neutre. Si Razak Adam Bana est prêt, on va pouvoir y aller. Ce sera 5 petites questions, d'accord. Je vais donner des indices et vous allez pouvoir retrouver de qui ou de quoi il s'agit. D'accord. Je vais donner des indices, vous allez arriver à trouver de qui ou de quoi il s'agit. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Dès que vous êtes prêts, vous m'arrêtez, vous tapez juste et puis bon, je m'arrête. D'accord. William, colonel, commandant, qui suis-je? Je suis président d'un think tank dont la mission est de rendre les systèmes de gouvernance plus propices au développement durable, notamment en Afrique. J'ai été l'architecte du concept de neutralité de la dégradation des terres, un concept que j'ai promu avec succès lors du sommet de Rio en juin 2012. Ça peut se décider par ici maintenant. J'ai été ministre de l'Environnement et du Développement. Madame Kolenko. Mauvaise réponse. J'ai été ministre de l'Environnement et du Développement urbain de mon pays, le Bénin, entre 1999 et 2005. William? Pardon? William, le point, je ne vous ai pas accordé. Parce que vous avez... Allez-y, colonel. C'est Luc Nyakadia. Vous avez dit Hugues. C'est Luc Nyakadia. Luc Nyakadia qu'on va découvrir à l'image. Allez, on lui fait un petit coucou en ce mardi. Ça fait 1 point pour le colonel. Que suis-je? Je suis un lieu d'expertise collective visant à synthétiser les travaux menés dans les laboratoires du monde entier. Je travaille à dégager clairement les éléments qui relèvent d'un consensus de la communauté scientifique et à identifier les limites dans les connaissances ou l'interprétation des résultats.
j'évalue depuis plus de 30 ans l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes, ses impacts. J'identifie également les possibilités de limiter l'ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de s'adapter aux changements attendus. Je suis, personne n'a encore la réponse, je suis composé d'experts du monde entier qui... GIEC. Le GIEC. Un point pour William. Je suis composé d'experts du monde entier qui produit régulièrement des résultats donc, sur la situation climatique dans le monde. Ouais. Je suis le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ouais, je suis le GIEC. Ouais. Un point pour le colonel, un point pour William, 0 point pour le commandant. Mais je n'ai aucun doute qu'il va faire une remontada. C'est sûr. En tout cas, je l'espère vivement. Que suis-je? Messieurs, dames, structure formée essentiellement de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote et d'ozone. Depuis le début de la révolution industrielle vers 1750, j'ai été amplifié par le rejet de quantités importantes dans l'atmosphère. L'utilisation massive de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel, la déforestation. J'ai pour rôle de maintenir dans les basses couches de l'atmosphère une partie du rayonnement. Ozone. Pardon? Ozone. Mauvaise réponse. J'ai pour rôle de maintenir dans les basses couches de l'atmosphère une partie du rayonnement infrarouge émis vers l'espace par la surface de la Terre, réchauffé par le Soleil. Que suis-je? C'est pas à cause de l'ozone? Non. Continuez par chercher. Dans ce sillage-là, dans ce sillage, non. L'atmosphère, non. Dans ce sillage, continuez. Je suis un gaz. On recherche un gaz. Ah, c'est un gaz, vous dites? Oui, on recherche un gaz. Non. L'hydrogène? Non. Continuez par citer. Non. L'oxygène? Non plus. Non plus. Je suis le gaz à effet de serre. Oh là là. Oh là là. Je suis donc le gaz à effet de serre. Oh le point, il est pour moi. Ah oui. Que suis-je? Je réponds directement aux besoins primaires de l'homme en apportant oxygène, nourriture et eau potable. Je contribue également au développement des activités humaines en fournissant matières premières et énergie. Dans le domaine de la recherche, nombre d'inventions ont vu le jour en m'observant et en imitant mes formes. Je suis un concept apparu dans les années 80. Je désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Un thème qui comprend la biodiversité. La biodiversité. 2 points pour William. William, vous êtes en feu, hein? Ah bon, vous représentez bien la télévision nationale. J'espère qu'il n'y aura pas de risque de tricherie. Bon, non, pas du tout. Donc, je suis concept apparu dans les années 80. Je désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ouais. Un thème qui comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Je suis la biodiversité. Qui suis-je? Colonel, il faut sauver. Commandant, il faut sauver. Qui suis-je? On cherche une personnalité. Mon parcours semé de découvertes et rencontres à travers la planète a forgé mon combat pour l'écologie et plus largement en faveur d'une approche plus humaniste du monde. Je suis né le 30 avril 1955. Je suis tenté par la médecine. J'ai exercé le journalisme par passion. Je suis voyageur et observateur par curiosité. J'aime rappeler que je ne suis pas né écologiste, mais que je le suis devenu. Convaincu de la convergence des enjeux environnementaux et sociaux, je participe en mars 2019 avec ma fondation et 18 autres organisations à la création du pacte du pouvoir de vivre. Je suis auteur de nombreux ouvrages et d'un long métrage. Le syndrome Nicolas Hulot. Il a tapé avant vous, William. Bon, ok, d'accord. D'accord. Le point est accordé donc au commandant Korogoné. Vous êtes donc désormais à 1 point. 1 point pour vous, 1 point pour le colonel et 2 points pour William. 1 point pour moi-même. Je décrète et je déclare que c'est un match nul, personne n'a gagné. Donc je garde le cadeau pour moi. Allez, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé mon petit cadeau de Nouvel An. Très bien. On a voyagé entre Luc Nyakadia, le GIEC. Comment je peux dire Luc Nyakadia? C'est fou, non? C'est fou, hein? C'est Luc Nyakadia. Vous méritez une belle sanction. J'avais pensé à lui en premier, mais le nom ne me revenait pas. Mais je sais que la dame aussi a été ministre. Oui, Madame Poudenoupo aussi, oui. Voilà. Je vais préparer un autre quiz pour mardi prochain quand Alain sera là. Ça marche. Monsieur Sagbou aussi. On va corser un peu plus. On va mettre un peu plus de tonus.
Mais écoutez, ce fut un plaisir, un vrai moment d'échange. Moi, j'ai particulièrement aimé. Et j'espère que les téléspectateurs ont pu évidemment tirer profit de nos différents échanges de ce matin.